Madame Alice, âgée de 92 ans, présente une insuffisance cardiaque avancée dans un contexte d'évolution chronique compliqué par des épisodes infectieux répétés ayant nécessité plusieurs hospitalisations au cours des derniers mois. Son état général s'est progressivement altéré, avec une asthénie marquée, une diminution de l'autonomie et une tolérance de plus en plus limitée au traitement. Actuellement hospitalisée pour une nouvelle décompensation, elle ne dispose plus des capacités cognitives et physiques lui permettant d'exprimer de manière claire et éclairée sa volonté. En l'absence de directives anticipées formalisées, sa fille, très impliquée, exprime le souhait que l'ensemble des moyens thérapeutiques disponibles soient poursuivis. De son côté, l'équipe soignante s'interroge sur la pertinence de la poursuite des traitements curatifs lourds au regard de leurs bénéfices attendus, de la qualité de vie de la patiente et du risque d'une obstination déraisonnable. La question se pose alors de savoir s'il convient de maintenir une stratégie thérapeutique active ou d'envisager une réorientation des soins vers une approche davantage centrée sur le confort et l'accompagnement. Faut-il toujours continuer les soins? Telle est la question d'aujourd'hui. Quand la médecine peut encore agir, mais ne sait plus si elle le doit. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'aime prendre le temps. Le temps de poser des mots, le temps de ne pas simplifier ce qui ne peut pas l'être. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous allons avoir besoin de ce temps. Installez-vous confortablement. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré ensemble ce qu'est un espace de réflexion éthique clinique. On est tous et toutes calés là-dessus maintenant. Nous avons vu pourquoi certaines décisions médicales ne peuvent pas se résumer à l'application d'un protocole, aussi rigoureux soit-il. Nous avons compris que la médecine parfois se trouve confrontée à des questions auxquelles la science seule ne peut pas répondre. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin, non plus dans la théorie, mais dans la chair du réel, la réalité. À travers un cas fictif, mais profondément inspiré de situations que vivent chaque jour des équipes soignantes, des familles, des patients, nous allons tenter de comprendre comment se construit une décision lorsque la médecine, bien qu'encore capable d'agir, ne suffit plus à en déterminer le sens. Je vais vous parler d'une femme, Madame Alice. Elle a 92 ans, elle a vécu, elle a aimé, elle a traversé des épreuves et aujourd'hui, elle se retrouve à un carrefour que personne n'a choisi, mais que tout le monde doit affronter. Je vais vous parler de sa fille, qu'il aime et qui ne veut pas la perdre. Je vais vous parler d'une équipe soignante qui doute, qui s'interroge, qui cherche à bien faire. Et je vais vous parler d'une une question qui n'a pas de réponse simple, mais qui mérite d'être posée avec toute la rigueur et toute l'humanité qu'elle exige. Faut-il toujours continuer les soins? Au cœur de cette réflexion, nous allons aborder une notion centrale du droit et de la pratique médicale contemporaine, l'obstination déraisonnable. En droit français, cette notion est inscrite à l'article 1110-5-1 du Code de la santé publique. Elle a établi qu'un traitement ne doit pas être poursuivi lorsqu'il apparaît inutile, disproportionné ou lorsqu'il n'a d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Ces mots sont précis. Ils ont été pesés par des juristes, des médecins, des philosophes. Ils constituent un cadre. Mais derrière ce cadre juridique, il y a des visages, il y a des mains que l'on tient, il y a des silences dans les chambres d'hôpital, il y a des regards échangés entre soignants, il y a des familles qui ne dorment plus. Et c'est là précisément que nous allons nous aventurer ensemble. Je vous préviens, ce que nous allons traverser n'est pas confortable. Il n'y aura pas de réponse définitive à la fin de cette vidéo parce que la vie ne fonctionne pas ainsi. Parce que l'éthique n'est pas un distributeur automatique où l'on insère une question pour obtenir une réponse. Néanmoins, je crois profondément que ces questions méritent d'être posées, pas pour trouver des certitudes, mais pour apprendre à habiter l'incertitude avec dignité. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Mais avant,
Prenez un moment pour liker cette vidéo, vous abonner, partager si c'est un sujet qui vous intéresse. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Permettez-moi de vous présenter Madame Alice. Elle a 92 ans, elle est née dans une petite ville de province, dans une époque où le monde était différent. Elle a été institutrice pendant 40 ans, elle a élevé 2 enfants. Elle a connu l'amour, le deuil, les joies ordinaires et les peines silencieuses qui tissent une existence. Sur le plan médical, Madame Alice souffre d'une insuffisance cardiaque chronique à un stade que nous qualifions d'avancé. Prenons le temps de comprendre ce que cela signifie. Le cœur, voyez-vous, est une pompe extraordinairement sophistiquée qui bat environ 100 000 fois par jour, propulsant le sang vers chaque cellule de notre organisme. Lorsque cette pompe s'affaiblit, lorsqu'elle ne parvient plus à assurer correctement sa fonction, on parle d'insuffisance cardiaque. Dans le cas de Madame Alice, cette insuffisance s'est installée progressivement au fil des années. Son cœur fatigué ne parvient plus à propulser le sang avec la même efficacité. Les conséquences sont multiples et s'enchaînent comme les maillons d'une chaîne. Le sang stagne, les tissus s'engorgent, les poumons se remplissent de liquide, la respiration devient laborieuse. On appelle cela une décompensation cardiaque. Et Madame Alice en a connu plusieurs au cours des derniers mois. Chaque épisode de décompensation nécessite une hospitalisation. Chaque hospitalisation implique des traitements, des diurétiques pour éliminer l'excès de liquide, une oxygénothérapie pour soutenir une respiration défaillante, parfois des antibiotiques lorsqu'une infection vient compliquer le tableau. Car voyez-vous, l'insuffisance cardiaque avancée rend le corps vulnérable, le système immunitaire moins efficace, peine à contenir les infections, les poumons engorgés deviennent un terrain propice aux pneumonies. C'est ainsi que Madame Alice a développé au fil des mois plusieurs épisodes infectieux, ce que nous appelons des infections pulmonaires ou pneumopathies, qui ont chaque fois aggravé sa situation. Il est important de comprendre ici un mécanisme fondamental. Chaque décompensation, chaque infection, chaque hospitalisation laisse des traces, des séquelles. Le corps ne repart jamais tout à fait au même niveau qu'avant. C'est ce que les médecins appellent parfois le déclin en escalier. À chaque épisode, on descend une marche et les marches ne se remontent pas. Madame Alice a descendu plusieurs de ces marches. Son état général, ce terme que les médecins utilisent pour décrire la vitalité globale d'un patient, s'est progressivement altéré. Elle présente ce que nous appelons une asthénie majeure, c'est-à-dire une fatigue profonde, envahissante, qui ne se dissipe pas avec le repos. Ce n'est pas la fatigue que vous et moi pouvons ressentir après une longue journée de travail. C'est une fatigue qui s'infiltre dans chaque geste, qui rend épuisant. Le simple fait de lever le bras, de se tourner dans son lit ou même de s'exprimer. Cette asthénie s'accompagne d'une perte d'autonomie significative. Madame Alice, qui marchait encore il y a un an, avec une canne, ne peut plus se lever seule. Elle a besoin d'aide pour les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne. Se laver, s'habiller, manger, ce que nous appelons les activités de la vie quotidienne ou ADL, sont devenues impossibles sans assistance. A observé également une diminution des apports alimentaires. Madame Alice mange très peu, quelques bouchées, parfois moins. Son corps ne réclame plus la nourriture avec la même insistance qu'autrefois. C'est un signe que les soignants connaissent bien. Lorsque l'organisme s'épuise, l'appétit s'éteint tout doucement. Enfin, et c'est un point crucial, sa tolérance au traitement est devenue de plus en plus limitée. Les médicaments qui autrefois stabilisaient sa condition provoquaient désormais des effets secondaires difficilement supportables. Les diurétiques entraînent une déshydratation et des déséquilibres électrolytiques. Certains médicaments cardiaques provoquent des vertiges, des nausées. Le corps de Madame Alice semble dire à sa manière « J'ai atteint une limite ». Madame Alice réside en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Depuis maintenant 2 ans, son entrée en institution faisait déjà suite à une perte d'autonomie importante après une première hospitalisation prolongée.
Elle a trouvé un cadre de vie adapté, des soignants attentifs, une routine apaisante. Mais elle n'est jamais vraiment revenue à ce qu'elle était avant. Sur le plan cognitif, son état s'est également dégradé. Madame Alice présente ce que nous appelons des troubles cognitifs évolutifs. Il ne s'agit pas d'une maladie d'Alzheimer clairement identifiée, mais plutôt d'un déclin global des fonctions supérieures. La mémoire, l'attention, le raisonnement, la capacité à comprendre des informations complexes qui s'est accentuée au fil des hospitalisations. Aujourd'hui, Madame Alice n'est plus en mesure d'exprimer de manière claire et éclairée sa volonté. Cela signifie concrètement qu'elle ne peut plus participer à une discussion sur les orientations de sa prise en charge, de sa prise en soin. Elle ne peut plus comprendre les enjeux des décisions qui la concernent. Elle ne peut plus dire voilà ce que je souhaite, voilà ce que je refuse. En langage médical, on dit qu'elle n'a plus la capacité de discernement nécessaire pour consentir de manière éclairée aux soins. C'est une situation fréquente, c'est une situation difficile, car elle transfère le poids de la décision sur d'autres épaules, celle de la famille, celle de l'équipe soignante. Madame Alice est actuellement hospitalisée pour un nouvel épisode infectieux, associé à une décompensation cardiaque. C'est sa 4e hospitalisation en 6 mois. À chaque fois, le scénario se répète. Fièvre, essoufflement, transfert aux urgences, stabilisation, retour en EHPAD. Et chaque fois, le retour est un peu plus fragile, la récupération un peu plus incomplète. Sur le plan strictement médical, des options thérapeutiques existent encore. Les médecins peuvent prescrire une antibiothérapie, c'est-à-dire un traitement antibiotique pour combattre l'infection pulmonaire. Ils peuvent administrer de l'oxygène pour soutenir une respiration défaillante. Ils peuvent mettre en place des perfusions pour maintenir une hydratation correcte et administrer les médicaments par voie intraveineuse. Ils peuvent assurer une surveillance rapprochée des paramètres vitaux. Techniquement, la médecine peut intervenir, mais c'est ici, présentement ici, que la question se déplace. Car la question n'est plus seulement que peut-on faire? La question devient que doit-on faire? Et plus profondément encore, ce que nous pouvons faire sert-il encore, Madame Alice? Il y a des moments dans la vie d'une équipe soignante où quelque chose se fissure. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas spectaculaire, c'est plutôt comme une interrogation qui s'installe doucement et qui ne veut plus partir. Dans le cas de Madame Alice, cette interrogation a émergé progressivement. Elle a commencé par des regards échangés entre soignants après les transmissions, par des silences un peu plus longs que d'habitude, par des questions posées à mi-voix dans la salle de repos. Tu ne trouves pas que est-ce qu'on fait vraiment bien? L'infirmière qui s'occupe de Madame Alice, depuis son arrivée, a été la première à mettre des mots sur ce malaise. Lors d'une réunion d'équipe, elle a dit quelque chose de simple mais de profondément vrai. Je ne sais plus si ce qu'on fait lui fait du bien. Cette phrase, voyez-vous, contient toute la complexité de la situation. Elle ne dit pas je veux qu'on arrête. Elle ne dit pas c'est inutile. Elle a dit je doute. Et ce doute est peut-être la chose la plus précieuse qui puisse exister dans une équipe soignante. Car le doute, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de vigilance. C'est la preuve que les soignants n'appliquent pas mécaniquement des protocoles, mais qu'ils réfléchissent, qu'ils ressentent, qu'ils s'interrogent sur le sens de ce qu'ils font. Reprenons les observations cliniques qui alimentent ce doute. Les épisodes se répètent. Madame Alice en est à sa 4e hospitalisation en 6 mois. Chaque fois, le même schéma. Infection, décompensation, traitement, stabilisation, retour. Et chaque fois, l'intervalle entre 2 épisodes se raccourcit. Comme si le corps de Madame n'avait plus le temps de reprendre son souffle avant la crise suivante. La récupération devient de plus en plus limitée. Après les premières hospitalisations, Madame Alice retrouvait une partie de son autonomie. Elle pouvait à nouveau participer aux activités de l'EHPAD, échanger quelques mots avec les autres résidents. Aujourd'hui, chaque épisode la laisse un peu plus diminuée. Elle ne remonte plus les marches qu'elle a descendues. La fatigue s'installe durablement. Ce n'est plus une fatigue passagère liée à l'épisode aigu. C'est une fatigue qui semble être devenue son état permanent.
Madame Alice dort beaucoup, elle a peu de moments d'éveil et lorsqu'elle est éveillée, elle semble absente, comme si une part d'elle s'était déjà retirée. La qualité de vie diminue, c'est peut-être l'observation la plus difficile à objectiver, mais aussi la plus importante. Qu'est-ce qui fait une vie bonne pour Madame Alice? Qu'est-ce qui lui procure de la joie, du réconfort, du sens? Les soignants qui la connaissent depuis longtemps se souviennent qu'elle aimait regarder par la fenêtre, qu'elle souriait quand on lui parlait de ses petits-enfants, qu'elle appréciait la musique classique. Aujourd'hui, ces petits bonheurs semblent s'être éteints. Madame Alice ne réagit plus de la même façon. Son visage est souvent fermé. Ses moments de connexion avec le monde qui l'entoure sont de plus en plus rares. Face à ces constats, une question s'impose à l'équipe. Quel est le bénéfice réel de la poursuite des traitements? Entendons-nous bien, les traitements fonctionnent. L'antibiotique combat l'infection, l'oxygène soulage l'essoufflement, les diurétiques réduisent la charge liquidienne. Sur le plan technique, médical, biologique, les traitements atteignent leurs objectifs. Mais la médecine ne se réduit pas à la technique. La vraie question n'est pas est-ce que ça marche? La vraie question est pour qui ça marche et pourquoi? Chaque intervention permet une stabilisation transitoire. Madame Alice sort de l'épisode aigu, ses paramètres vitaux se normalisent, elle peut retourner en EHPAD. Mais aucune solution durable ne se profile. Le prochain épisode surviendra, probablement dans quelques semaines, peut-être dans quelques jours, et le cycle recommencera. Dans ce contexte, la question se déplace. On ne se demande plus seulement ce que la médecine peut faire, on se demande ce que la médecine doit faire. Et c'est précisément ce déplacement qui marque l'entrée dans le champ éthique. Le champ éthique, voyez-vous, commence là où les réponses techniques ne suffisent plus. Il commence quand il faut mobiliser autre chose que des connaissances, du jugement, la sensibilité, la sagesse. Il commence quand plusieurs options sont possibles et qu'aucune n'est évidemment meilleure que les autres. C'est un territoire inconfortable, un territoire où l'on avance sans carte, mais c'est aussi un territoire profondément humain. Et c'est là que nous allons continuer notre exploration. La fille de Madame Alice s'appelle Catherine. Elle a 58 ans. Elle est enseignante comme sa mère l'était. Elle vit dans la même ville que l'EHPAD où réside Madame Alice. Et elle vient la voir plusieurs fois par semaine, parfois tous les jours quand son emploi du temps le permet. Catherine est ce que l'on appelle une aidante investie. Elle connaît les soignants par leur prénom, elle suit l'évolution de l'état de sa mère avec une attention minutieuse. Elle pose des questions, demande des explications, note les informations dans un petit carnet qu'elle garde toujours dans son sac. Lorsque l'équipe médicale a souhaité la rencontrer pour évoquer la situation, Catherine est venue immédiatement. Elle s'est assise dans le bureau du médecin, très droite, les mains croisées sur son sac, et quand le médecin a commencé à évoquer l'évolution de l'état de sa mère, les doutes de l'équipe, les questions sur l'orientation des soins, Catherine a répondu avec une clarté tranchée. Il faut continuer. Faites tout ce qu'il est possible de faire. Je ne veux pas qu'on abandonne ma mère. Ces mots, nous devons les entendre avec toute l'attention qu'ils méritent, car ils ne disent pas seulement ce qu'ils semblent dire. Quand Catherine dit faire tout, elle ne parle pas que de traitements médicaux. Elle ne demande pas précisément une antibiothérapie, une oxygénothérapie, des perfusions. Elle n'a pas de formation médicale. Elle ne connaît pas le détail des protocoles. Ce qu'elle demande, c'est autre chose. Elle exige qu'on ne renonce pas. Elle exige qu'on continue à considérer sa mère comme quelqu'un qui compte. Elle exige qu'on reste présent, qu'on reste attentif, qu'on reste engagé. Derrière la demande de tout faire, il y a souvent une peur immense, la peur de l'abandon. Dans notre société, nous avons parfois une vision binaire de la médecine. D'un côté, il y aurait l'action, le combat, l'acharnement à maintenir la vie. De l'autre, il y aurait l'abandon, le renoncement, la mort. Comme si la seule façon de montrer qu'on aime quelqu'un était de demander qu'on se batte jusqu'au bout. Cette vision est compréhensible, elle est même naturelle, mais elle est aussi réductrice, car il existe un vaste territoire entre tout faire et abandonner.
Un territoire où l'on peut accompagner sans acharner, où l'on peut être présent sans être invasif, où l'on peut aimer profondément tout en acceptant les limites de ce que la médecine peut offrir. Mais Catherine, au moment où elle prononce ces mots, n'est pas dans ce territoire-là. Elle est dans la peur de perdre sa mère, la peur de ne pas avoir fait assez, la peur de se retrouver avec un regret impossible à porter. Il y a aussi souvent une dimension de culpabilité implicite. Catherine a placé sa mère en EHPAD il y a 2 ans. Cette décision, même si elle était médicalement justifiée, même si elle était nécessaire, a probablement laissé des traces. Le sentiment de ne pas avoir pu garder sa mère chez elle, l'impression d'avoir, d'une certaine façon, abandonné. Ces sentiments sont irrationnels, mais ils sont puissants. Exiger qu'on fasse tout, c'est parfois une façon de se racheter, de prouver à soi-même au monde, à sa mère peut-être, qu'on n'a pas renoncé, que l'amour est toujours là, intact, combatif. La parole de Catherine doit être entendue dans toute sa complexité. Elle est l'expression d'un attachement profond, d'un lien filial qui traverse le temps et les épreuves, d'une relation unique entre une mère et sa fille, avec son histoire, ses joies, ses conflits, peut-être ses réconciliations, ses silences. Elle est l'expression d'une difficulté à considérer la perte. La mort d'un parent, même âgé, même malade, reste une épreuve fondamentale. C'est la disparition d'un repère, d'un témoin de notre propre histoire, d'une présence qui nous précède dans le monde. Elle est l'expression d'une peur de l'abandon, cette peur que les soignants ne se désengagent, que l'attention diminue, que sa mère soit reléguée dans une chambre au bout du couloir, oubliée de tous. Cette demande pose cependant une question fondamentale que nous ne pouvons pas éluder. Le désir des proches peut-il à lui seul orienter une décision médicale? La réponse à cette question est essentiellement nuancée. D'un côté, la famille a une place essentielle dans la réflexion. Elle connaît le patient comme personne d'autre. Elle peut témoigner de ses valeurs, de ses préférences, de ce qui comptait pour lui. Elle porte une partie de son histoire. De l'autre, la famille n'est pas le patient. Ses désirs, aussi légitimes soient-ils, ne sont pas nécessairement ceux de la personne malade. Et parfois, sans le vouloir, sans même s'en rendre compte, la famille peut projeter sur le patient ses propres peurs, ses propres besoins, ses propres difficultés à accepter la réalité. Le cadre juridique français est clair sur ce point. La loi distingue 3 niveaux de volonté. Initialement, la volonté exprimée par le patient lorsqu'il est en capacité de le faire, c'est cette volonté qui prime, toujours. Deuxièmement, les directives anticipées. Ce sont des instructions écrites que le patient a rédigées à l'avance, précisant ses souhaits concernant sa fin de vie. Ces directives s'imposent aux médecins, sauf exception très encadrée. Troisièmement, le témoignage de la personne de confiance. Et à défaut des proches, ce témoignage est précieux, mais il n'a pas la même force que les 2 précédents. Il doit être pris en compte, mais il ne détermine pas à lui seul la décision. Dans le cas de Madame Alice, il n'y a pas de directive anticipée. Il n'y a pas de personne de confiance formellement désignée. Il y a Catherine, sa fille, qui fait de son mieux pour représenter les intérêts de sa mère. Le rôle de l'équipe soignante dans ce contexte est délicat, mais essentiel. Il ne s'agit pas d'opposer la famille à la décision médicale. Il ne s'agit pas de décréter que l'équipe sait mieux que Catherine ce qui est bon pour sa mère. Il s'agit d'accompagner Catherine, de l'aider à comprendre la situation, de lui donner les informations dont elle a besoin, de créer un espace où elle peut exprimer ses peurs, ses doutes, ses espoirs. Et progressivement, patiemment, de l'amener à se poser une question différente. Non plus que veux-je pour ma mère, mais que voudrait ma mère pour elle-même. Ce déplacement est difficile, il demande du temps, de la confiance, de la délicatesse, mais il est au cœur de l'éthique médicale. De l'autre côté du lit de Madame Alice, il y a une équipe. Une équipe, ce n'est pas une entité abstraite. Ce sont des personnes, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des kinésithérapeutes, parfois des psychologues, des assistantes sociales. Des gens qui ont choisi ce métier souvent par vocation. Des gens qui, chaque jour, donnent une part d'eux-mêmes pour prendre soin des autres. L'équipe qui s'occupe de Madame Alice la connaît bien.
Certains soignants l'ont accompagnée lors de ses précédentes hospitalisations. Ils ont vu son évolution, ils ont constaté les changements. Ils se souviennent de la Madame Alice il y a 6 mois, qui souriait encore parfois, qui répondait aux questions, qui participait timidement aux soins. Et ils voient la Madame Alice d'aujourd'hui, qui semble s'être retirée du monde. Ce que l'équipe observe au quotidien est difficile à ignorer. La répétition des épisodes, chaque hospitalisation ressemble à la précédente, les mêmes symptômes, les mêmes traitements, le cycle. Il y a quelque chose d'usant dans cette répétition, non seulement pour le patient, mais aussi pour ceux qui soignent. La diminution des capacités de récupération. Après chaque épisode, Madame Alice récupère moins bien. Son indice de Karnowski, c'est une échelle que nous utilisons pour évaluer l'état fonctionnel d'un patient, de 100, c'est-à-dire parfaitement autonome, à 0, c'est-à-dire décès, a diminué progressivement. Elle était à 50 il y a 1 an, ce qui correspondait à une personne nécessitant une aide importante. Elle est aujourd'hui aux alentours de 20-30, ce qui correspond à une personne grabataire, nécessitant une assistance permanente. Les gestes de soins qui peuvent sembler anodins vus de l'extérieur deviennent lourds pour un corps fragilisé. Les mobilisations, le simple fait de tourner le patient dans son lit pour éviter provoque des grimaces, parfois des gémissements, les perfusions obligatoires, des abords veineux de plus en plus difficiles à trouver sur des veines fragilisées. Le masque à oxygène est mal toléré, source d'inconfort et d'angoisse. Les soignants observent également des signes subtils mais éloquents. Ils voient que Madame Alice détourne parfois la tête lorsqu'on s'approche d'elle. Ils sentent une forme de résistance passive aux soins, comme si son corps disait ce que des mots ne peuvent plus exprimer. Il voit que les moments d'apaisement sont de plus en plus rares, que même la présence de sa fille, qui autrefois semblait la réconforter, ne provoque plus de réaction visible. Il voit enfin que les traitements qui la maintiennent en vie sont aussi parfois source de souffrance. Et progressivement, un malaise s'installe au sein de l'équipe. Ce malaise est difficile à nommer. Il n'est pas uniforme. Tous les soignants ne le ressentent pas avec la même intensité, mais il est là, présent, comme un bruit de fond qui ne s'éteint pas. Ce malaise peut être qualifié de souffrance éthique. La souffrance éthique, voyez-vous, survient lorsque les professionnels ont le sentiment que les soins qu'ils prodiguent ne sont plus pleinement alignés avec ce qu'ils considèrent comme juste pour le patient. C'est une forme de dissonance intérieure. D'un côté, le devoir de soigner, de traiter, d'appliquer des protocoles. De l'autre, une petite voix qui murmure: est-ce vraiment ce qu'il faut faire? Cette souffrance n'est pas un signe de faiblesse ou de lassitude. Elle n'est pas la preuve que les soignants veulent abandonner Madame Alice. C'est exactement le contraire. C'est parce qu'ils se soucient profondément d'elle qu'ils s'interrogent. C'est parce qu'ils veulent bien faire qu'ils doutent. La souffrance éthique est une exigence du soin, pas un rejet du soin. Un jeune interne, lors d'une réunion d'équipe, a posé la question de façon particulièrement directe. Dans le cas du traitement pour l'infection, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on la traite pour elle ou est-ce qu'on la traite parce que c'est ce qu'on fait d'habitude? Cette question a résonné dans la pièce. Personne n'avait de réponse immédiate et c'est peut-être cela le signe qu'on entre en territoire éthique, quand les questions sont plus claires que les réponses. Un autre soignant, une aide-soignante qui travaille en gériatrie depuis 20 ans, a ajouté: moi, ce qui me trouble, c'est qu'on fait des choses qui lui font mal pour la maintenir dans un état où elle ne peut plus rien faire. Je ne dis pas qu'il faut arrêter. Je dis, je ne sais plus si c'est bien. Cette incertitude, cette suspension du jugement, cette incapacité à reconnaître qu'on ne sait pas, c'est peut-être la chose la plus importante que l'équipe puisse offrir à Madame Alice. Car c'est dans cet espace d'incertitude que naît une vraie réflexion. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de la première partie de cette vidéo, mais l'histoire de Madame Alice ne s'arrête pas là. Dans la partie 2, nous entrerons au cœur du processus de décision du conseil éthique clinique. Nous parlerons de cette frontière entre soigner et laisser être, et de ce qu'il reste à faire quand il ne reste plus rien à guérir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos.
C'était Rebecca vous raconte. On se dit à la semaine prochaine pour la partie 2. Restez connectés. Prenez soin de vous, des vôtres. Et on se dit à dimanche prochain, 17h. Avec toute ma considération, Rebecca. Bisous.